7 têtes coupées au bord d'une route. 7 têtes de moines. 7 têtes. C'était tout ce qui restait des trappistes du monastère de Tibirine. À tel point qu'au jour des obsèques, les autorités algériennes ont lesté les cercueils de terre pour faire croire que les dépouilles des moines étaient entières. Cette douloureuse affaire a frappé l'opinion tant française qu'algérienne. C'était hier, en 1996. Les 7 moines avaient été enlevés 2 mois plus tôt. Et dans une Algérie torturée par une guerre civile qui avait déjà fait des dizaines de milliers de morts, le martyre de ces hommes de Dieu a semblé être un point d'orgue. Si même des moines, enracinés depuis longtemps dans ce pays, proches d'une population qu'ils soignaient et secouraient, respectés et protégés par les islamistes, oui, si même des moines étaient frappés, alors plus personne n'était à l'abri et tout pouvait arriver. M. X a choisi de revenir sur ce drame car bien des questions se posent encore. Bien sûr, le GIA, le groupe islamique armé, a revendiqué la paternité de ces assassinats. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'autre part, du côté français, il semble bien qu'il ait régné la plus grande confusion. Rivalité entre services de renseignement, absence de coordination au niveau ministériel, intervention d'hommes de l'ombre, tout a contribué à faire en sorte que l'enlèvement des moines se termine tragiquement. C'est en tout cas l'opinion de M. X. C'est un endroit magnifique situé dans l'Atlas à une centaine de kilomètres d'Alger. Le monastère est juché sur une haute colline d'où l'on domine la plaine de la Mitidja, un havre de paix. Les quelques moines trappistes qui avaient décidé de s'y retirer vivaient là en parfaite osmose avec la population. C'était un choix. Ah bon, c'était pas des moines reclus? Ah non, pas du tout. Leur contact avec les villageois était permanent. Ils les soignaient, les aidaient, cultivaient avec eux les terres du monastère. Le prieur Christian de Chergé avait même mis à leur disposition une pièce du monastère qui leur servait de salle de prière, le temps qu'ils construisent une mosquée au village. Donc ces moines étaient parfaitement acceptés. Oui, c'est certain. Mais j'imagine que la montée de l'islamisme en Algérie va compromettre cette harmonie. Non, pas du tout. En tout cas, pas tout de suite. Et pourtant, dans la ville voisine, Médéa, l'islamisme triomphe et les tueries sont presque quotidiennes. Mais les moines se gardent bien de prendre parti. Tous sont les bienvenus à Tibirine. Et on y soigne aussi bien les maquisards du GIA que les soldats de l'armée. Toutefois, fin 1993, il y a une première alerte. 13 Croates qui travaillaient sur le chantier d'un tunnel près du couvent sont assassinés. Par les islamistes? Le GIA, oui. Le GIA qui a lancé un ultimatum. Tous les étrangers doivent quitter l'Algérie. S'ils restent, ce sera au péril de leur vie. Et donc ça concerne aussi les moines qui sont français. En principe, oui. Et les frères se concertent. Doivent-ils partir? Ils votent. Et le non l'emporte. Ils resteront. Mais 15 jours après le massacre des Croates, la nuit de Noël, une petite troupe essaie de s'introduire dans le monastère. Le chef est un certain Atilla, émir des bandes armées de la région. C'est lui qui a ordonné l'assassinat des Croates. Les moines ont donc tout à craindre. Oui, ils sont d'ailleurs guère rassurés, mais le prieur fait face. Il discute pied à pied avec Atilla pendant une partie de la nuit. Que veulent ces islamistes? De l'argent et des médicaments. Sous la menace de leurs armes, ils exigent aussi que le frère Luc, qui est médecin, vienne soigner leurs blessés. Mais le prieur, tout en demeurant extrêmement calme, oppose un refus absolu à toutes ces demandes. C'est très risqué, hein? Oui, très, très risqué. Le prieur Christian de Chergé dit que le frère Luc est vieux et malade. Pas question pour lui de courir la montagne. Mais si des blessés se présentent au monastère, il les soignera. Quant à l'argent, c'est bien simple. Les moines n'en ont pas. Ils vivent dans une extrême pauvreté. Une réaction de tous ces islamistes-là? Ils sont impressionnés par le calme du prieur. En outre, ce dernier ne manque pas de leur rappeler que c'est la nuit de Noël et que le Coran respecte le Christ. Et finalement, contre toute attente, Atilla accepte de retirer ses hommes. Il va même plus loin puisqu'il donne l'amam au prieur. L'amam, c'est-à-dire une promesse de paix. Et c'est un engagement solennel pour les musulmans. Atilla a donné sa parole. 2 mois plus tard, il est tué dans un engagement avec une faction rivale. Mais son successeur, Ali Ben Hajar, renouvelle la manne. Les moines, après cette nuit d'angoisse, n'ont-ils pas songé à quitter le monastère? Oui, ils se sont à nouveau réunis, ils ont évalué avec lucidité la situation et ils ont choisi de rester. Je pense que ce qui a emporté leur décision, c'est leur volonté de ne pas abandonner la population locale, à laquelle ils rendaient d'ailleurs beaucoup de services. Des villageois qui leur demandaient d'ailleurs de demeurer près d'eux parce qu'ils avaient aussi l'impression que la présence des moines les protégeait.
Donc ils restent. Oui, mais ils prennent quand même un certain nombre de précautions. Ils limitent par exemple leur sortie à l'extérieur du monastère. Ils vont vivre ainsi plus de 2 années de paix relative. Seulement relative? Oui, la violence redouble, l'armée et les islamistes se livrent à une guerre sans merci. Des religieux catholiques, hommes et femmes, sont assassinés. Le chef d'un autre GIA, un nommé Jamel Zitouni, menace les moines et exige à nouveau leur départ. Parce qu'il y a donc plusieurs GIA. Il existe des groupes rivaux qui n'hésitent pas à s'affronter les armes à la main avec la plus grande violence. En principe, leurs querelles sont idéologiques, mais en réalité, ce sont surtout des sortes de gangs qui se battent pour le pouvoir et la rapine. Alors, pour simplifier, disons que la bande de Zitouni se range parmi les plus extrémistes. Les plus violents, donc. Naturellement. Zitouni, à force d'éliminations successives, finira d'ailleurs par s'attribuer le titre d'émir du GIA. Émir du GIA et de tous les GIA, donc. Oui, mais enfin ça, nous allons en reparler, car c'est lui, Zitouni, qui va jouer le rôle principal dans l'affaire des moines de Tibérine. En apparence, en tout cas. Et pourquoi cette réserve? Eh bien, parce que certains spécialistes se demandent même si Zitouni a jamais existé. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Zitouni aurait pu être une fiction, une créature inventée de toutes pièces. Oui, d'accord, mais par qui? Les islamistes? Allez savoir. Enfin, sachez-le tout de suite, cette terrible affaire dissimule bien des secrets et bien des manipulations. Enfin, toutefois, n'allons pas trop vite. C'est en mars 1996, à la fin du mois et en pleine nuit, qu'un commando du GIA investit le monastère de Tibérine. Cette fois, il n'est plus question de discuter. 7 moines sont enlevés. 2 autres ont heureusement eu le temps de se dissimuler. L'alerte est rapidement donnée? Bien sûr. Et comme les moines ne réapparaissent pas, l'armée va bientôt boucler toute la région et entamer des recherches. Mais dans ce territoire montagneux, les caches sont nombreuses. Et personne n'a rien vu? Non, c'est assez étonnant. Parce que même la nuit, 7 moines plus leurs ravisseurs, ça fait quand même pas mal d'hommes. D'autant qu'il devait y avoir des mules. Certains des moines étaient âgés et avaient du mal à marcher. Or, les villages sont nombreux dans cette région. Vous savez bien qu'à la campagne, tout se voit, tout se sait. Alors, vous laissez entendre que si quelqu'un a vu la direction empruntée par cette caravane insolite, il n'en a rien dit. La peur des représailles, bien entendu. La population était terrorisée par les maquisards du GIA. Ouais. Le GIA, est-ce qu'il revendique l'enlèvement? Dans un premier temps, non. Mais pour tout le monde, il ne fait nul doute que ce sont des islamistes qui ont fait le coup. C'est donc une longue attente qui commence. Ouais, les recherches continuent. Bien sûr. Et à Paris? L'émotion est intense et le gouvernement d'Édouard Balladur fait pression sur les Algériens pour qu'ils intensifient leurs recherches. On fait donc confiance à Alger? Apparemment, oui. Mais vous imaginez bien que dans la coulisse, il en va tout autrement. Attendez, parce que la France a de bonnes raisons de ne pas faire une totale confiance dans le pouvoir algérien? Excellente, oui. Pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière, si vous me permettez. En 93, en octobre, très précisément, 3 fonctionnaires du consulat français à Alger sont enlevés. Un enlèvement revendiqué rapidement par le GIA qui réclame pour leur libération l'élargissement de l'Ayyada, un fondamentaliste musulman emprisonné en Algérie et considéré justement comme le père fondateur du GIA. Aussitôt, le gouvernement français envoie des émissaires à Alger. Pour négocier avec les ravisseurs? Non, pour s'informer d'abord de la situation et prendre contact avec les autorités algériennes. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Racontez, là, je vous écoute. Ces émissaires français rencontrent en particulier des membres de la DRS, la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l'organisme qui a succédé à la redoutable et très efficace sûreté militaire. Et là, tout de go, on leur dit de ne pas s'inquiéter, car les 3 fonctionnaires vont bientôt être libérés. La DRS, là, donc de bons tuyaux? Très, très bon, car c'est elle qui a fait enlever les 3 Français. Attendez, et elle l'avoue dans ces termes aux émissaires français? Bien sûr que non, le jeu est quand même plus subtil, mais c'est bien la vérité. Alors, que cache cette manipulation? Les Algériens veulent obtenir du gouvernement français, surtout de Charles Pasqua, qu'il engage une lutte résolue contre les islamistes qui se trouvent sur notre sol. Alors, au fond, c'est une sorte de chantage? Ça y ressemble, oui. Le message est aussitôt transmis à Paris. Pasqua accepte le marché, les 3 fonctionnaires sont libérés et quelques jours plus tard, la police française donne un grand coup de balai dans la fourmilière islamiste. C'est l'opération Chrysanthème. Des dizaines de militants de la Fédération algérienne en France sont arrêtés. Donc si je vous suis très bien, avec l'enlèvement des moines, le gouvernement français peut penser qu'il s'agit d'une réédition du coup de 1993. Certainement, d'autant que les relations entre les 2 pays sont loin d'être au beau fixe en cette année 1996. René Guiton, qui a lui-même passé son enfance et son adolescence en Afrique du Nord, a consacré un livre bouleversant aux martyrs des moines de Tibérine.
J'en extrais ces quelques lignes où l'auteur analyse finement les rapports entre la France et l'Algérie. Depuis l'indépendance, la tutelle française persiste et pour une partie de la classe politique dans l'Hexagone, elle est le résidu inévitable d'un héritage colonial dont elle a du mal à se défaire. Pour d'autres, le sentiment de culpabilité prédomine dans ces temps qui préfigurent l'ère des repentances. Néanmoins, qu'ils se nomment François Mitterrand, Édouard Balladur, Jacques Chirac ou Alain Juppé, les hommes au pouvoir à Paris manifestent une méfiance systématique à l'égard d'Alger. Si le lien filial demeure incontestable, la relation relève d'un rapport conflictuel mère-fille où l'incompréhension s'est installée depuis plusieurs années. Ceci éclaire en grande partie les difficultés que les deux pays vont rencontrer dans la gestion de la crise de 1996. Ces mois d'avril et mai tiennent du parcours d'obstacles, dont les plus infranchissables sont la susceptibilité et la divergence d'intérêts prioritaires qui reviennent de façon récurrente dans les rapports franco-algériens. Paris veut retrouver les moines vivants, Alger a un souci national, éradiquer les islamistes. Le livre de Guiton, intitulé « Si nous nous taisons », a été publié chez Calman Lévy. Paris donc se méfie, mais que peuvent faire réellement les Français en dehors des pressions diplomatiques ? Je vais vous le dire. Mais auparavant, un mot, si vous voulez bien, sur les relations que nous entretenons avec l'Algérie. La montée de l'islamisme préoccupe beaucoup la France, non seulement parce que cette progression a de graves répercussions sur notre propre sol. Les attentats de 95. Oui. Et derrière toutes ces bombes meurtrières, il y avait vraisemblablement le GIA. Et les services spécialisés constatent que de plus en plus de jeunes des banlieues sont séduits par le fondamentalisme islamiste. Le meilleur exemple, c'est Khaled Kelkal. Le jeune homme qui avait essayé de faire sauter un train, un TGV. Qui avait été l'un des assassins de l'imam Sraoui. Il sera abattu par les forces de l'ordre. Mais auparavant, il y a eu aussi le détournement à Alger d'un Airbus d'Air France par un commando du GIA. Une affaire qui avait envenimé nos rapports avec les Algériens, car ceux-ci avaient déjà eu l'impression que nous ne leur faisions pas confiance. En ne les jugeant pas capables de résoudre l'affaire sur leur propre sol. C'est ça. Enfin, passons. D'une façon générale, nous sommes très embarrassés dans nos relations avec Alger. Sous Mitterrand, la France soutient les généraux au pouvoir contre les islamistes, sans se faire d'illusions d'ailleurs sur ce régime corrompu et les méthodes qu'il utilise dans sa lutte contre le terrorisme. Et nous continuons aussi à aider économiquement l'Algérie et à lui fournir du matériel militaire. Et quand vient Chirac alors ? Là, la situation va se tendre. Le président français déclare que la position de la France consiste à ne soutenir ni le gouvernement algérien ni les intégristes. Et ça provoque forcément des vagues à Alger où l'on affirme que l'on n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de la France. C'est donc dans ce climat que survient l'enlèvement des moines de Tibérine. Alors je vous repose la question, que peut-on faire ? On va solliciter les services de renseignement. Mais pourquoi utilisez-vous le pluriel ? Cette affaire se passe à l'étranger, elle est donc du ressort de la DGSE. Vous avez raison, ce sera la position du gouvernement d'Alain Juppé, mais il se trouve que la DST entretient traditionnellement de très bonnes relations avec l'ancienne sûreté militaire, la DRS. Et à la DST, un homme, le général Rondeau... Attends, Rondeau, c'est celui qui a capturé Carlos, lui-même. Ça, ouais. Rondeau, un ancien de la DGSE, est un spécialiste du monde arabe où il compte beaucoup de relations. Mais donc t'entends d'utiliser ses services ? Oui, enfin je vous l'ai dit, le gouvernement donne la priorité à la DGSE. Et l'action de la DST demeurera marginale. Accusée d'être manipulée par la DRS algérienne, la DST sera aussi paralysée par la rivalité qui l'oppose traditionnellement à la piscine. La DGSE, oui, c'est d'autant plus dommage que cette dernière ne jouit pas d'une très bonne réputation en Algérie. Pourquoi ? Les Algériens qui sont exagérément susceptibles n'aiment pas qu'on vienne fouiller chez eux. Et ils n'apprécient pas du tout que notre centrale de renseignement ait infiltré des agents sur leur territoire. Ce qui peut se comprendre. Sans doute. Enfin, j'ajoute qu'à cette guerre des services viendront se superposer des initiatives d'hommes de l'ombre, comme on les appelle. On en reparlera, ça. Alors, reprenons notre récit, si vous voulez bien. 3 semaines s'écoulent après l'enlèvement des moines, et on ne sait toujours rien sur l'identité des ravisseurs et leurs revendications. Mais soudain, le 18 avril, coup de théâtre, sur une radio marocaine, puis sur les murs de Médéa, un communiqué du GIA, signé par l'un des pseudonymes de Jamel Zitouni, est enfin rendu public. Quelle en est la substance ? Je vous passe sur le verbiage islamiste utilisé en de pareilles circonstances. Non, ce qui importe, c'est que dans ce message, adressé directement à la France, le GIA exige à nouveau la libération de ce Layada, qui est emprisonné à Alger et a été condamné à mort. Si Layada n'est pas élargi, les moines seront égorgés. C'est absurde, pourquoi adresser cette demande à la France ?
la libération de cet homme ne peut être décidée que par les Algériens. En effet. Et autant vous le dire, à Alger, il est inenvisageable de remettre en liberté ce fameux Layada. Alors, ça c'est très mauvais signe. Parce que ça veut dire qu'en proposant un marché inacceptable, Zitouni et les siens ont déjà décidé d'assassiner les moines. Ouais. Mais sait-on, au moment où ce communiqué est publié, s'ils sont encore vivants? On va en avoir la preuve quelques jours plus tard. L'affaire est très curieuse d'ailleurs. Fin avril, un homme se présente à l'ambassade de France à Alger. Prénommé Abdullah, il prétend être porteur d'un message de la plus haute importance. Après les vérifications d'usage, on lui permet d'entrer. Mais il est reçu par un diplomate? Non, ce sont 2 officiers de la DGSE qui le prennent en charge. Abdullah leur remet d'abord un texte portant le sigle du GIA. Jamel Zitouni réitère ses exigences et demande que les Français désignent un émissaire. Pour négocier? Vraisemblablement. Mais ce n'est pas tout. Abdullah remet aussi une cassette audio au type de la DGSE. Sur la bande, les voix des moines ont été enregistrées. Et pour bien montrer qu'ils sont encore vivants, l'un des religieux lit les titres de la presse du jour de l'enregistrement. Mais quand cet enregistrement-là a-t-il été effectué? 10 jours plus tôt. Ouais. Donc le jour où cet Abdullah se présente à l'ambassade, on ne sait pas si les moines vivent encore. C'est tout à fait vrai. Mais cet enregistrement permet au moins d'espérer. Ce qui frappe aussi tous ceux qui ont écouté la cassette, c'est la grande sérénité des moines. Et que se passe-t-il ensuite alors? Abdullah, ou tout au moins celui qui prétend se dénommer ainsi, demande un reçu. Un reçu? Oui, un papier signé par les officiers de la DGSE qui reconnaissent ainsi avoir rencontré l'émissaire de Zitouni et affirment leur volonté de maintenir le contact. Ensuite, l'homme monte dans une voiture de l'ambassade et on le conduit dans un quartier populaire où il disparaît aussitôt. On le laisse filer, quoi. Oui, mais on lui a remis un numéro de téléphone. Le GIA a donc les moyens de communiquer directement avec nos services. Et pourquoi cette voiture de l'ambassade là? Parce qu'on sait très bien que le bâtiment est placé sous la surveillance de la sécurité algérienne. Donc on l'a vu entrer? Bonne question. Il a certainement été photographié. Et à l'intérieur de l'ambassade française, a-t-il été photographié ou filmé par les agents de la DGSE? Ceux-ci diront plus tard que ce jour-là, le système d'enregistrement vidéo était en panne. Bizarre, non? Encore plus bizarre, le fait que la DGSE va jouer cavalier seul. Ni la DST, ni la sécurité algérienne, la DRS, ne vont être informés. Ça va provoquer un véritable pataquès. Pourquoi ça? Parce que les Algériens vont finir par apprendre la visite de l'émissaire du GIA. Mais grâce aux photos prises à l'extérieur de l'ambassade? Ça c'est très possible, car l'homme est connu. C'est le frère du chef du commando islamiste qui a détourné l'Airbus d'Air France en 1994. Alors, les Algériens tempêtent. Non seulement les Français leur ont dissimulé ce contact, mais s'ils avaient été prévenus, ils auraient pu filer l'homme et remonter jusqu'à Zitouni. Peut-être aussi à l'endroit où sont détenus les moines. Évidemment, une nouvelle fois, on ne leur a donc pas fait confiance. En outre, les Algériens soupçonnent la France de vouloir négocier directement avec le GIA, alors que le président Chirac et le premier ministre Juppé ont solennellement affirmé qu'il était hors de question d'entamer des négociations avec des terroristes. Écoutez, jusqu'à maintenant, cette indignation des Algériens me semble assez justifiée. Apparemment, oui. Sauf que les dés sont pipés. Pipés, c'est-à-dire? Encore un peu de patience et je vous expliquerai. Revenons, une fois de plus, sur les difficiles rapports entre la France et l'Algérie. J'emprunte ces quelques lignes à Hubert Coudurier, auteur d'un livre intitulé « Le monde selon Chirac, les coulisses de la diplomatie française », paru en 1998 chez Kalman Levy. Je cite. « Cette affaire révèle à nouveau la suspicion qui règne entre Paris et Alger. Les Algériens n'arrivent pas à obtenir une copie de la cassette remise aux Français. Redoutant des contacts directs avec le GIA, ils se retournent vers leurs amis de la DST qui sont les seuls avec lesquels ils entretiennent des relations confiantes. Une parfaite coordination était nécessaire entre services algériens et français. Mais si la DST a joué le jeu, il n'en a pas été de même pour la DGSE qui n'a pas communiqué aux Algériens ces informations, confirme Yves Bonnet à la lettre d'information Maghreb confidentielle. Yves Bonnet, il faut préciser, est un ancien patron de la DST, très introduit à Alger. Je reprends. La rivalité est telle que Jean-Louis Debré doit réunir les patrons des deux services dans son bureau pour leur dire crûment « Arrêtez vos conneries ». Pour la DGSE, la DST est trop liée au service du général Smaïn Lamari, au point d'en perdre tout discernement. À l'inverse, la DST considère que la DGSE ne connaît pas le terrain et prend encore les militaires algériens pour des félagas. Ici, il me faut parler d'un épisode qui reste encore assez mystérieux et sur lequel je n'ai
aucune certitude. Voilà, bien modeste pour une fois. Hein. Je n'ai jamais prétendu tout connaître. Lorsque je ne sais pas, au moins je le dis. Oui, j'en prends note. Hein. Alors cet épisode-là. À la suite de la visite d'Abdullah, un début de négociation se serait engagé entre la DGSE et les hommes de Zitouni. Un émissaire français aurait même pu obtenir de visiter les moines, et à cette occasion, il leur aurait remis en cachette un émetteur miniaturisé. Dans quel but ? Localiser le lieu de leur détention. Ce genre d'appareil est relié à un satellite. On peut ainsi déterminer avec une très grande précision le lieu d'où il émet. Et si, effectivement, la DGSE avait obtenu ce précieux renseignement, que se serait-il passé ? Il était envisagé une opération héliportée avec des commandos spécialement entraînés. Attendez, une opération française en territoire algérien ? Oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire. Les Algériens n'auraient sans doute pas apprécié. Mais enfin, peu importe, puisque l'opération n'a pas eu lieu. Les hommes de Zitouni auraient découvert le micro-émetteur et certains affirment que c'est la raison pour laquelle les moines ont été tués. Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois que dès le début, les moines étaient condamnés, émetteurs ou pas. Mais quand même, vous pensez qu'il y a une once de vérité derrière cette histoire-là ? Après la fin tragique des moines, le prieur de l'abbaye cistercienne d'Egbel, une abbaye dont dépendait le monastère de Tibérine, a fait une étrange déclaration. Il a affirmé qu'un émissaire français avait pu approcher quelques minutes les 7 moines. Il leur aurait donné une custode contenant des hosties afin qu'ils puissent communier. Et parmi les hosties, il y avait peut-être cet émetteur miniaturisé ? Allez savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce religieux avait à peine fait cette déclaration que le Quai d'Orsay, mais aussi les supérieurs du prieur, ont démenti avec la plus grande vigueur. Et plus tard, l'un de ces ecclésiastiques a reconnu qu'il n'avait démenti son confrère que sur la pression du Quai d'Orsay. Ça donne du poids, donc, à la version du micro-émetteur, là. Incontestablement. Mais puisque nous sommes dans le domaine des hypothèses, on peut en avancer une autre. Sans doute, à mon avis, plus crédible. Je veux parler du rôle d'un de ces hommes de l'ombre que j'ai évoqué plus haut. Qui est-ce, là ? Jean-Charles Marchiani. L'ami de Charles Pasqua. Marchiani, vous le savez, puisque nous en avons parlé ensemble, est déjà intervenu dans plusieurs libérations d'otages, même si son rôle a sans doute été surestimé. Comme les moines ne sont toujours pas libérés, Charles Pasqua propose à Jacques Chirac de faire appel au service de Marchiani. Ce dernier est en effet réputé pour avoir de nombreux contacts dans le monde musulman où il fait de bonnes affaires. Marchiani est alors préfet, hein ? Préfet du Var, oui, grâce à son ami Pasqua. Marchiani est donc activé. À partir de ce moment, l'affaire est plutôt floue. Enfin là, je vous rapporte ce que l'on m'a dit, sans avoir la certitude que c'est vrai. Deuxième exercice de modestie. Eh oui, ça vous étonne. Un peu, beaucoup même. Marchiani, donc, prend contact avec un général algérien qu'il connaît bien et qui va servir d'intermédiaire avec Zitouni. Comme il n'est pas du pouvoir de la France de libérer l'Aïada, le préfet du Var propose l'élargissement de militants islamistes détenus chez nous. Il y ajoute aussi le versement d'une grosse somme d'argent. Et Zitouni accepte ? D'après Marchiani, oui. Le scénario de la libération est même échafaudé. Mais le Premier ministre Alain Juppé, mis au courant, décide de mettre fin à ses contacts. Et pourquoi alors ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, Juppé, c'est certain, n'apprécie guère Marchiani. Il n'y passe quoi d'ailleurs ? C'est vrai, il trouve que cette négociation est un peu louche et risque de compromettre la France. Ouais. Mais y croit-il au moins ? Franchement, non. Est-ce qu'en interdisant à Marchiani de poursuivre ses missions, on a gâché une chance de libérer les moines de Tibérine ? Je vous ai déjà dit qu'à mon avis, les religieux n'auraient jamais été libérés vivants. Par conséquent, vous pensez que Marchiani ou pas, ils auraient été tués ? C'est ce que je pense. L'interminable attente se poursuit jusqu'au 22 ou 23 mai. Une radio marocaine annonce que les 7 moines ont été égorgés. Et le lendemain, un communiqué du GIA confirme l'information. Puis c'est le gouvernement algérien qui déclarera à son tour avoir retrouvé les corps. En fait, ce sont uniquement les têtes des moines qui seront découvertes. Oui, c'est un détail atroce. Les moines ont été décapités et leurs corps ont sans doute été enterrés. Où a-t-on retrouvé ces restes macabres ? À la sortie de la ville de Médéa. Et ce n'est nullement un hasard. Pour quelle raison alors ? Médéa, c'était le fief de Ali Ben Atra, le rival de Zitouni. L'homme qui avait renouvelé la manne donnée aux moines et qui avait aussi rompu avec les membres les plus extrémistes du GIA. En déposant les têtes des moines chez lui, on voulait le compromettre. Ouais, c'est-à-dire, on voulait, c'est Zitouni, ça ? Zitouni ou ceux qui le manipulaient. Ah, nous approchons peut-être enfin de la vérité. Hein. Une seconde encore. La suite est édifiante. Il y a d'abord l'éviction de Zitouni du GIA, puis son assassinat, très peu de temps après. Ouais. Et ça donne l'impression qu'on a voulu se débarrasser d'un témoin gênant, c'est-à-dire d'un homme qui en savait trop. C'est ma conviction, oui. Mais un nouveau drame se prépare.
Au début du mois d'août, notre ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, se rend à Alger. Il va évidemment sur la tombe des moines de Tibérine et se prépare à rencontrer son homologue algérien. Auparavant, il a un entretien avec l'évêque d'Oran, Monseigneur Clavry, un homme qui connaît très bien l'Algérie. Et qui doit être de bon conseil. Certainement. Puis le ministre rencontre donc son homologue. Ça ne se passe pas très bien. Le ministre algérien critique l'attitude de la France qui n'a que trop tendance à se mêler des affaires de son pays et qui veut y maintenir ses privilèges économiques. Quant à Monseigneur Clavry, il est déjà reparti pour Oran. Mais il est à peine arrivé dans l'enceinte de son évêché que sa voiture explose. L'attentat. Oui, une bombe commandée à distance. Un dispositif très sophistiqué qui a pulvérisé l'auto, l'évêque et son chauffeur. Ouais. Le GIA J'en doute, même si bien sûr on l'en a accusé. Le GIA, lorsqu'il commettait un attentat, utilisait plutôt des bonbonnes de gaz. Alors qui En Algérie, possédait ce genre de système d'explosifs? L'armée et les services de sécurité. C'est énorme quand même. Pourquoi les autorités algériennes, parce que c'est bien ce que vous voulez dire, auraient voulu tuer l'évêque d'Oran? Il y a au moins 2 explications. La première, ce sont les relations houleuses avec la France. Alger aurait voulu envoyer un signal mortel à Paris. La deuxième, qui, je l'avoue, a ma préférence, c'est que Monseigneur Clavry en savait certainement long, trop long. Sur quoi? Sur les négociations menées par la France avec le GIA, mais aussi sur l'implication des services algériens dans l'assassinat des moines de Tibérine. Ça va aller de mieux en mieux, là. Je vous l'ai dit. Les dés étaient pipés dès le début. Jamel Zitouni était manipulé par la DRS algérienne. Islamiste, il avait été fait prisonnier, puis avait été retourné. J'ai quand même du mal à y croire. C'est que vous êtes peut-être un peu trop naïf, mon cher. Il faut savoir que beaucoup de ces groupes armés composant le GIA étaient complètement infiltrés par les services de sécurité de l'armée. Mais oui, mais dans quel but alors? Plus il y avait de massacres et plus les islamistes étaient discrédités. En tout cas, ça n'a guère marché, puisqu'aujourd'hui encore on continue à tuer en Algérie. Peut-être. Mais les généraux sont toujours les maîtres du pays, car oui, ils prétendent qu'ils sont les seuls à pouvoir venir à bout du terrorisme islamiste. Et si vous ne me croyez pas, reportez-vous au compte-rendu du récent procès qui s'est déroulé à Paris. C'est-à-dire la plainte pour diffamation du général Nézar, c'est ça, contre un ancien officier. Oui, vous y lirez qu'un colonel algérien, il n'a pas été le seul, a affirmé que le GIA était une création des services de sécurité. Vous êtes convaincu maintenant? Un peu plus. Mais les moines de Tibérine, pourquoi les avoir assassinés? Parce que c'étaient des hommes de Dieu, et qu'à ce titre, tout bon musulman devait les respecter et les protéger. Les hommes qui les ont tués ou fait tuer ont voulu frapper l'opinion algérienne et internationale. Voyez de quoi sont capables les islamistes. Voyez jusqu'où ils peuvent aller. Monsieur X exagère-t-il? Sa thèse impliquant les services algériens est-elle scandaleuse? En me reportant aux journaux de l'époque, j'ai trouvé dans François une interview de Roland Jacquard, président de l'Observatoire international du terrorisme. Il explique d'abord à propos de ce Zitouni, je le cite. Il passait plus de temps à tuer des militants du FIS et du GIA qu'à combattre efficacement le pouvoir algérien. En novembre dernier, Zitouni se débarrasse de Mohamed Saïd, chef spirituel du GIA et ancien du FIS. Soit Zitouni le tue parce qu'il veut se débarrasser d'un homme plus fort que lui, soit ce sont les services algériens qui le lui demandent. Et là, c'est lui le traître. Alors, Zitouni était-il un agent double? Réponse de Jacquard. Les groupes islamistes ont tous plus ou moins été infiltrés, approchés ou même retournés par les services secrets algériens. Au vu du palmarès de Zitouni, il ne semble pas improbable que tel était son cas. Il a réussi, comme par miracle, à s'échapper 2 fois de camps d'internement algériens. Enfin, il est le seul chef du GIA à être resté si longtemps en place. Les services secrets peuvent être responsables de sa mort et s'être servis de l'exécution des moines pour s'en débarrasser. Enfin, je voudrais revenir à « Si nous nous taisons », le beau livre de René Guiton sur les moines de Tibérine, et vous lire un extrait du testament du prieur du monastère Christian de Chergé. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat, de l'anonymat, de l'anonymat, de l'anonymat,
de l'anonymat, de l'anonymat, de l'anonymat.